Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un numéro exceptionnel des Matins du Sénat. Les sénateurs de la commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus vont entendre dans quelques instants Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Cette instance composée de spécialistes chargés de conseiller l'exécutif pour les mesures sanitaires à prendre pendant cette épidémie. Et les sénateurs veulent comprendre le rôle et l'importance qu'a eu le Conseil scientifique durant cette crise sanitaire. L'audition de Jean-François Delfraissy, c'est tout de suite. Les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant de différents articles, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil a rendu des avis publics à chacune des étapes de la gestion de la crise, avant ou après les annonces du gouvernement. Il est pluridisciplinaire et notre commission d'enquête a déjà entendu quelques-uns de ses membres sur différentes thématiques. C'était le cas d'Arnaud Fontanet, dans le cadre de la table ronde consacrée à la gestion de la crise sanitaire dans l'Oise, mais aussi la semaine dernière, Bruno Lina, sur la question des tests et du dépistage. Et nous entendrons cet après-midi, d'ailleurs, Yazdan Pana sur les questions de la recherche et des traitements. Sur ces derniers aspects, un second comité, le comité Analyse, Recherche et Expertise, dirigé par Françoise Barré-Sinoussi, a été mis en place. Il est chargé de faire des recommandations sur la recherche ainsi que sur des essais cliniques et thérapeutiques. Professeur, vous avez été entendu à 2 reprises par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de faire écho aux propos que vous avez tenus devant nos collègues députés. Nous sommes en effet aujourd'hui dans une logique de retour d'expérience sur la gestion de crise. Et vous avez déclaré, en conclusion le 18 juin dernier, que vous aviez 2 messages à faire passer. Premièrement, il faut anticiper pour mieux préparer. Deuxièmement, je pense que nous devons avoir une vraie réflexion sur la construction et sur l'avenir de la santé publique en France, avez-vous dit. Pourriez-vous développer et préciser ces 2 points ce matin? Enfin, vous avez déclaré à l'Assemblée nationale que le Conseil scientifique avait fait entendre, je cite, sa petite musique. Pour notre part, comme nombre de nos concitoyens, nous avons plutôt eu le sentiment d'entendre parfois une assourdissante cacophonie de la part du monde scientifique. Comment l'expliquez-vous, cher professeur? Je vais vous demander de présenter brièvement vos principaux messages, 10-15 minutes maximum, afin de laisser bien sûr le temps aux échanges et les personnes qui vous accompagnent pourront répondre bien sûr aux questions après avoir prêté serment, car nous sommes dans une commission d'enquête et il faut rappeler que tout témoignage mensonger est susceptible d'être puni d'une amende importante, 75 000 € ou d'une peine de prison pouvant aller jusque 5 ans. Ceci dit, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et dire « je le jure ». Professeur Delfraissy. Oui, je prête serment de dire la vérité, toute la vérité, je le jure. Simon Cochemez. Je le jure. Daniel Benamouzig. Je le jure. Madame Marie-Alette Grard. Je le jure. Caroline Djegui. Denis Malvy. Merci. Je vous rappelle bien sûr que le port du masque est obligatoire. Et sans plus tarder, je vous passe la parole, cher professeur. Merci beaucoup, bonjour à tous. Juste peut-être une précision. Caroline est une jeune Sciences Po qui nous accompagne comme chargée de mission. Donc elle est un peu en dehors de, vous l'avez fait jurer, c'est très bien puisqu'elle est là, mais elle est un peu en dehors quand même du conseil scientifique véritable. Je rappelle que c'est la 2e d'ailleurs stagiaire de Sciences Po et que c'est à peu près les moyens dont nous avons eu depuis le début de cette crise. C'est dans la période du mois de juin, un 3e pouvoir médical. Bullshit, on oublie. C'est uniquement dans les médias, il n'y a absolument pas de 3e pouvoir médical. On est dans une grande démocratie en France.
On passe devant une commission du Sénat, on est passé devant la commission de l'Assemblée nationale. Les experts scientifiques et médicaux sont là pour aider à des décisions difficiles à prendre parce qu'elles sont compliquées. Je ne vais pas être dans le mot difficile, ça ne veut pas dire qu'elles sont difficiles en soi. Le deuxième élément sur comment nous avons travaillé. Alors, si je suis venu avec un certain nombre de membres du comité scientifique, c'est parce que c'est vraiment un travail de groupe. C'est un exercice d'intelligence collective, ce n'est pas du tout, je dirais, un homme seul, hein, même si évidemment le président est mis en avant pour des raisons diverses et variées, et tant mieux, d'ailleurs on est là pour, j'ai les épaules pour recevoir les coups, mais ce sont des décisions qui sont collégiales et qui sont de construction, entre guillemets, qui aboutissent, on arrive avec des idées différentes et on construit de façon collégiale cet avis. On a souhaité, et c'est nous qui l'avons souhaité, qu'on ait des avis écrits, que ces avis écrits soient rendus publics, avec un certain décalage entre ce qui est annoncé, ce qui est donné au gouvernement et ce qui est mis public. Et ça m'apparaît essentiel en termes de vision démocratique que ce sur quoi on s'appuie puisse être partagé avec nos concitoyens. C'est d'ailleurs un mode de travail habituel en médecine. Hein. Je veux dire, la décision maintenant est de moins en moins celle d'un homme ou d'une femme et de plus en plus celle de groupes. Hein, et les RCP en médecine sont faits pour avoir des décisions collégiales et donc on est vraiment dans une vision habituelle. Hein. On a dit que ce comité scientifique est quelque chose de très nouveau, j'y reviendrai, mais il est finalement, ces décisions, le mode de travail est habituel. Alors, on a eu 4 grands moments. Le premier, si j'essaie de résumer pour tirer un peu des leçons, le premier évidemment, dans la première période, comment faire comprendre aux politiques, entre guillemets, dans cette période très difficile, hein, du 10, 12, 14, 15 mars jusqu'au 17 mars, pour aboutir à une décision de confinement d'un pays. Je rappelle au passage que ce n'est pas une décision seulement française, mais vous le savez, elle est dans tous les grands pays européens, et qu'ensuite, on peut discuter du moment exact de la prise de décision autour du confinement généralisé. Donc ça, c'est nos premiers avis. Ensuite, on a eu une deuxième période qui était comment gérer le confinement, et avec une série d'avis autour de ça. Une troisième période qui a porté autour du déconfinement, quels étaient... Et là, on a commencé à quitter les aspects, je dirais, de conseils immédiats pour rentrer dans une vision de stratégie autour de comment on construit, quels sont les besoins, les prérequis pour le déconfinement. Et on a beaucoup travaillé à l'époque avec le groupe Castex, avant que Jean Castex devienne Premier ministre. Comme vous le savez, il s'était occupé de cette période de déconfinement. Et puis, on a une quatrième période qui est autour finalement de nos avis stratégiques autour du déconfinement, ensuite de quel scénario à venir au moment du déconfinement, quelle place pour les plans de préparation et de l'ensemble des structures, et en particulier que l'État ne s'endorme pas et que les différents corps de l'État ne s'endorment pas pendant l'été. Et puis, dans notre avis numéro 8 de fin juillet, comment anticiper la rentrée? Et on a posé sur la table le problème des 20 grandes métropoles françaises, qui, à nos yeux, était un enjeu majeur pour la rentrée, plutôt d'ailleurs que les régions. C'est à l'intérieur des régions, ce sont bien les métropoles qui sont un des points d'attention, parce que c'est là où se joue la densité de personnes, le travail, les transports et évidemment les personnes les plus jeunes. Juste un troisième point parce que vous me l'avez posé dans les questions que vous nous avez adressées, les relations avec les différentes agences qui existent au niveau français. Vraiment, d'emblée, moi, j'ai souhaité que cet objet nouveau, qui était le Conseil scientifique, qui a été créé, comme vous l'avez rappelé, par la loi, mais qui, pendant une dizaine de jours, était au milieu de nulle part, puisque la loi n'avait pas encore été votée, j'ai souhaité d'emblée que ça ne soit pas rajouter une couche, comme on a l'habitude en France, de structures décisionnelles. Et donc, on s'appuie sur ce qui existait déjà. Et on a eu des relations, bien sûr, avec Santé publique France, le Haut Comité de Santé publique. Santé publique France, la directrice de Santé publique France était avec nous à l'Élysée lors de la réunion du 12 mars.
J'ai fait rentrer le président du Haut Comité de santé publique comme membre à part entière du comité scientifique. Nous avons eu des relations avec l'HAS, avec la recherche, avec Reacting, et Yazdan Pana vous en parlera cet après-midi. Je suis à l'origine, dans une vie antérieure, de la construction de Reacting comme un modèle de construction et de réponse aux épidémies d'urgence. On a eu beaucoup de relations avec la NSM, avec le Comité national d'éthique. Au passage, je n'ai pas démissionné de la présidence du Comité national d'éthique, mais je me suis mis en déport parce que je jugeais immédiatement que c'était incompatible à la fois d'être très opérationnel dans une certaine mesure avec la présidence du comité scientifique et de poursuivre mon action au niveau du CCNE. Et donc c'est la vice-présidente qui a pris ma place. Et ensuite, avec bien sûr la CNIL. On a fait un gros effort pendant le mois d'avril, pas mars, parce qu'on n'avait pas le temps, on était complètement ensevelis, pour aussi avoir des liens avec les académies, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, le CNRS, avec les grandes structures pour leur expliquer ce qu'on savait, pourquoi on prenait, je dirais, on prenait telle direction, quels étaient les enjeux qui pouvaient se poser, de créer du lien avec l'ensemble. Et puis enfin, avec un résultat plus ou moins bon, je vous l'accorde, on a créé du lien avec nos collègues étrangers, puisque vous savez qu'il existe un certain nombre de comités scientifiques, pas tout à fait identiques aux nôtres, à l'étranger, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Et donc on a créé du lien, mais vous savez qu'on a eu des discussions d'ordre scientifique, d'échanges, mais finalement que l'Europe, à cette occasion, ne s'est pas très bien construite, disons-le, puisque finalement l'ensemble des décisions qui ont été prises par les autorités sanitaires des différents pays s'est construite au niveau de chaque pays. Et chacun a eu tendance à se refermer sur soi-même pour des raisons sur lesquelles, si vous voulez, on pourra revenir. Alors, le quatrième point, c'est la relation avec le politique. On peut se dire ensemble que c'est une crise sans précédent. Moi, je l'avais évoqué lors d'une conférence que j'avais faite il y a 4 ans, plutôt en évoquant qu'on aurait une mutation d'un virus grippal et non pas un coronavirus. Et à vrai dire, j'y croyais sans y croire. Mais c'est une crise sans précédent. Et donc, les relations entre l'installation d'un comité scientifique qui est installé par le politique, d'une certaine façon, et le comité scientifique posent 2 ou 3 questions sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est l'autonomie de ce comité scientifique. Est-ce que nous sommes autonomes ou est-ce que nous sommes dépendants du politique ? Et la réponse, on a tout fait, en tout cas, pour garder notre indépendance, à la fois dans notre mode de fonctionnement. Je vous rappelle qu'on peut être saisi par le gouvernement, mais qu'on peut s'autosaisir, qu'on a joué la transparence et qu'on a été amené à avoir des propositions qui n'ont pas été retenues par le gouvernement pour y revenir. Le deuxième élément, c'est que dans ce comité scientifique, on a des médecins et des scientifiques. Et donc avec un modèle qui, dans le modèle de la hiérarchie de la haute administration française, nous ne sommes pas des énarques, nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires qui doivent répondre, je dirais, dans le contexte français, à l'ordre politique. Nous-mêmes, nous sommes des médecins et scientifiques. Donc sans relation hiérarchique par rapport, y compris au plus haut niveau de l'État, et donc avec une parole libre et une grande facilité de parole. En tout cas, ça ne m'a pas du tout gêné. Par contre, il y a des enjeux qui restent fondamentaux dans la relation entre un comité scientifique et le politique au plus haut niveau. Premièrement, la science se construit sur les incertitudes. Et s'il n'y a pas d'incertitude en science, eh bien, on ne construit pas de la bonne science. Et donc, on a 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Vous avez vu il y a des hésitations. Je comprends que certains d'entre vous puissent nous interroger ensuite sur les différents mouvements ou prises de parole des scientifiques. Distinguons ce qu'est la prise de parole des scientifiques et la prise de parole du comité scientifique. C'est 2 choses qui sont différentes et on vous parlera tout à l'heure de l'absence de régulation à cet égard. Mais cette notion d'incertitude, elle ne plaît pas aux politiques. Par définition, qui a besoin, évidemment, d'avoir quelque chose qui se construit, je dirais, avec une certaine forme de certitude à court terme. Le deuxième élément, c'est le temps. Le temps des médias, il est de quelques heures, là maintenant. Le temps du politique, il est de quelques jours. Et le temps de la science, c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et je l'ai dit d'emblée,
que nous n'aurions pas de résultats d'essais thérapeutiques, de construction solide avant 3 ou 4 mois. Et on comprend bien que c'est difficile à intégrer pour un décideur politique de se dire qu'il n'aura pas de réponse scientifique solide avant 3 ou 4 mois. Et le reste, il faut oublier. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'on peut avoir un résultat extrêmement rapide, eh bien, se trompent. Si on veut des résultats solides, la science prend un peu de temps. Et enfin, très très clairement, et je le répète, à aucun moment, à la fois de ma part et de la part des membres du comité scientifique, on a eu l'ébauche du début, du commencement d'une idée qu'il y avait un 3e pouvoir médical qui était en train de s'installer en France. Oublions ça. Nous étions là pour éclairer sur des questions difficiles, et on le reste, et on le voit que c'est d'actualité, mais c'est bien le politique qui décide. Alors après tout ça, la relation avec les autorités et au plus haut niveau de l'État s'est faite, de notre point de vue, dans un climat de confiance. Et dans un climat qui s'est globalement bien déroulé, avec des relations bien sûr avec des différents conseillers de Matignon, de l'Élysée, du ministère de la Santé, sous forme de notes, sous forme d'avis, comme je l'ai indiqué, et puis avec parfois des positions divergentes. On a eu des positions divergentes au moment de l'ouverture des écoles. On a une position divergente sur la place du citoyen et la place de la société civile, et on pourra y revenir, et qui m'apparaît particulièrement importante dans le contexte actuel, où il n'y a pas été mis en place de comité citoyen, tant au niveau national, et on pourrait peut-être l'envisager là maintenant au niveau des territoires. On a eu des positions aussi, à un moment donné, qui étaient pour le moins nuancées sur l'aspect de la gouvernance. Et où on regrettait qu'une certaine forme de gouvernance ne se soit pas installée. Alors, dernier point, peut-être, sur le Conseil scientifique lui-même, puis après, on pourra aller plus loin sur certaines questions spécifiques. Ce que nous ne sommes pas une instance de décision. Nous ne décidons rien. C'est bien le politique qui décide. On est là pour l'éclairer. Je pense qu'il faut être vraiment très, très clair là-dessus, parce que je revois le débat partir. C'est un truc de médias et ce n'est pas un truc de gens sérieux. Deuxièmement, nous ne sommes pas une agence, une structure pérenne. Nous ne sommes pas une nouvelle agence sanitaire. C'est un comité qui est lié à la crise sanitaire. Il faut qu'il ait un début, il faut qu'il ait une fin. Et je vous rappelle que le comité scientifique avait souhaité disparaître et s'arrêter le 9 juillet 2020. Et que c'est vous, mesdames, messieurs les sénateurs, accompagnés d'ailleurs par l'Assemblée nationale, qui avez demandé à ce que ce conseil scientifique soit renouvelé jusqu'au 30 octobre. Ce qui nous a mis dans un questionnement de quelques jours. Autour du 14 juillet, on était renouvelé jusqu'au 30 octobre. On n'allait pas, il fallait assumer, je dirais. Mais après tout, c'est un conseil scientifique. On aurait pu imaginer aussi qu'on passe la main à d'autres scientifiques. Ce n'est pas forcément ce conseil scientifique. Et il nous a jugé en notre âme et conscience, et en tant que citoyens, qu'il était difficile de ne pas accompagner, en particulier dans cette période d'été, et surtout de rentrée, où nous avions quand même anticipé des retours du virus pour des raisons diverses et variées sur lesquelles on pourra revenir, et qu'il était de notre devoir, en tout cas, de rester, puisque vous l'aviez demandé, jusqu'au 30 octobre. Mais c'est une question de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée un objet nouveau de ce type et qu'on lui confie, je le sens bien, finalement une sorte, ou qu'on croit lui confier une sorte de pouvoir qu'il n'a absolument pas, puisque c'est le politique qui décide. Mais la meilleure façon d'y répondre, on le crée et on le termine. Et on est totalement persuadé de ça. Après, c'est en fonction de la crise sanitaire, à quel moment. Alors, le deuxième élément que nous ne sommes pas, c'est on n'était pas opérationnel. C'est-à-dire qu'on est là pour guider, construire une doctrine, construire une philosophie de la réponse vis-à-vis et s'appuyant sur des bases scientifiques autant que faire se peut. Et je vous rappelle que la science a évolué durant cette crise. Il y a plusieurs exemples sur lesquels je pourrais revenir, mais la science a évolué. Donc, comment construit-on finalement quand on a une science qui n'est pas si solide que ça et qu'on découvre en marchant ?
Alors, on a fait, et vous l'avez bien compris, nous avons été finalement une instance de santé publique. L'innovation thérapeutique est très peu arrivée jusqu'à maintenant. La médecine telle que vous la connaissez, cette médecine qui s'appuie sur l'innovation, elle est très peu arrivée. Elle va arriver, mais elle est très peu arrivée. Et les décisions que nous avons été amenés à construire et à faire prendre, entre guillemets, quand il l'a souhaité par le politique au plus haut niveau, eh bien, c'est essentiellement des décisions de santé publique. Et on revient à ce que j'avais indiqué à l'Assemblée nationale, comment ce comité a fait finalement à jouer un rôle de construction de la pensée et de décision de santé publique en France, alors même qu'on peut s'interroger en effet sur qu'est-ce qui manque au niveau français en termes d'outils et de construction d'une vision de santé publique. Et c'est quand même une des grandes leçons qui doivent sortir autour de ça. Écoutez, je crois que j'ai terminé parce que mais pour vous donner quelques points sur l'évolution des connaissances, et une fois de plus, je comprends très bien les questionnements qui se posent de la part à la fois de nos concitoyens et de vous-même, en disant, mais dans le fond, on entend tout et son contraire de la part d'un certain nombre de personnalités scientifiques. Alors d'abord, séparons bien ce qui est le comité scientifique, qui prend la parole, vous ne l'avez probablement pas remarqué, mais au moment où nous sortons des avis, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce que nous venons de construire, où la pensée c'est écrite, c'est avec une vraie réflexion autour de cela, et puis ce barnum un peu médiatique qui existe depuis maintenant mi-avril, qui s'était calmé un peu pendant l'été, qui reprend là depuis 3 semaines, et où Monsieur Duchemol, Madame X, etc., se croit tout savoir, etc., et prend la parole sur les médias. Je le regrette. Daniel Benamouzik vous dira vous peut approfondir ça en disant qu'on a une absence de régulation autour de ça. Hein. Et nous avons essayé d'essayer autant que faire se peut de cadrer les choses. Mais c'est deux choses différentes, et je le regrette, mais après on touche à des choses complexes, hein, qui sont qu'il y a un devoir d'expression naturel qui existe en France, et c'est difficile de comment on régule ces prises de parole qui peuvent exister. Et après, juste sur l'évolution des connaissances, hein, y compris nous, alors par contre ça nous l'assumons totalement, il y a eu des évolutions des conséquences, des connaissances, sur les mécanismes de la transmission, sur le fait, par exemple, des gouttelettes, sur les lieux de transmission, sur l'existence de personnes super contaminatrices. C'est au fur et à mesure de la connaissance que c'est arrivé. On a, par exemple, maintenant un besoin très important de connaître qui se contamine, comment on se contamine, et dans quel lieu on se contamine. Vous imaginez bien que pour prendre des décisions, éventuellement, si l'épidémie reprend, eh bien, de décisions, je dirais, stratégiques, s'appuyant sur de la science, il faut avoir cette science qui se construit. Or, elle se construit en même temps que les décisions doivent être prises. Et c'est là où c'est compliqué. Sur l'immunité en population, où vous savez que finalement, on oscille entre 5 et 10% selon les régions de France de gens qui ont été contaminés par le Covid et qui ont des anticorps. Ben, on ne le savait pas du tout au départ. Hein, je veux dire, ça paraît totalement naturel maintenant. Bon, on m'aurait demandé de faire un pari sur l'immunité de population. J'aurais plutôt parié qu'on allait être à 20 ou 25% en France. On est beaucoup plus bas, et c'est dans l'ensemble des pays. Donc voilà, on marche sur du sable à certains moments. Sur la signification des anticorps, est-ce qu'on est protégé quand on a fait un premier Covid? Probablement oui, dans l'immense majorité des cas. Mais on vient juste là, dans les dernières semaines, de décrire 4 cas de contamination, de deuxième contamination, chez les gens ayant eu des anticorps. Tout ceci, c'est quelques exemples pour vous montrer, et enfants et Covid, entre est-ce qu'ils étaient particulièrement contaminants, ou au contraire, comme on s'est aperçu, que finalement ils étaient surtout contaminés par les adultes et que c'était dans l'autre sens que ça se passait, ça a été une acquisition de connaissances au fur et à mesure. Donc vous voyez que les décisions sont difficiles à prendre. Voilà, moi je terminerai pour d'abord 2 choses. Remercier l'ensemble du Conseil scientifique qui a travaillé, mais de façon vraiment extrêmement forte. On a fait plus de 150 réunions
sur cette période. Week-end, je leur ai demandé énormément de choses et je les en remercie publiquement tous. Et une fois de plus, ce n'est pas du tout l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un comité et d'une intelligence collective, et c'est ça qui m'importe. Le deuxième élément, c'est que je remercie les Français parce que finalement, contrairement à ce qu'on veut bien dire, et là aussi les médias ont un rôle en s'intéressant qu'aux 20% de personnes qui, à des degrés divers, refusent telle ou telle chose, etc. La majorité des Français, 80% des Français, sont un peu inquiets, se demandent comment ils vont faire, comment ça va se passer avec les enfants, mais finalement portent des masques. Enfin, je veux dire, sont dans un climat de raisonnable, et soyons dans ce climat raisonnable. Et puis le troisième aspect, je voudrais vous faire part d'un regret dans notre aide à la gestion de la crise que j'ai, qui reste, c'est ce qui s'est passé dans les EHPAD, où nous avions repéré d'emblée, et on a d'emblée donné un certain nombre de consignes et de recommandations pour la prise en charge des anciens dans les EHPAD. Mais entre cette vision sanitaire et cette vision de laisser vivre les anciens, on s'est bien aperçu que les EHPAD étaient d'ailleurs beaucoup moins médicalisés qu'on le pensait, premièrement. Deuxièmement, que l'organisation autour de la prise en charge médicale dans les EHPAD était quelque chose de complexe, ce qu'on avait d'ailleurs signalé depuis longtemps dans d'autres structures. Et en tout cas, c'est un des éléments qui doit bien nous faire réfléchir, que s'il y avait une reprise du virus dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on ne recommence pas ce qui s'est passé au sein des EHPAD et que tout soit prêt. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer. Alors, si on a un tout petit peu de temps, mais à la fin, après que vous ayez posé les questions et que mes collègues aient pu vous y répondre aussi, si vous souhaitez qu'on vous donne notre vision de ce qui pourrait se passer dans les semaines ou les mois qui viennent et qu'on ne soit pas uniquement dans le passé, eh bien, on pourra y aller. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, notre commission d'enquête n'est pas qu'examiner le passé ou le présent, mais également l'avenir. Mais le présent est important parce qu'on voit bien que ça bouge. Alors, il est de tradition, après l'intervention de nos invités, de passer la parole à chacun des rapporteurs, et vous pourrez répondre aux questions, et ensuite de passer la parole à nos collègues, où je regroupe les questions de nos collègues. Je vais commencer par Bernard Jomier pour ses premières questions. Merci, Monsieur le Président. Je me limiterai à deux questions parce que je sais qu'il y en aura beaucoup aujourd'hui de la part de mes collègues. D'abord, je voudrais remercier très profondément les membres du Conseil scientifique parce que je sais que leur tâche est difficile, que leur engagement est entier. Et cette audition, très clairement, pour nous tous, le président Savary l'a rappelé, est l'occasion de chercher des réponses à apporter pour améliorer notre attitude collective face à une épidémie. Et donc, votre contribution, vos réflexions, elles sont essentielles à cet égard. Et donc, les deux questions auxquelles je vais me tenir, ces deux sujets que vous avez abordés, Monsieur le Président. La première, c'est l'existence de votre instance, dont les membres ne sont pas en cause, la qualité du travail n'est pas en cause, etc. Mais que signifie, quand une épidémie flambe dans un pays, parce qu'elle flambait déjà quand vous avez été créé, de créer une nouvelle instance, ex nihilo, et de la faire, vous l'avez rappelé, ratifier quelque temps plus tard dans son existence par le Parlement. Donc, sa création procédait de la seule volonté du chef de l'État et du seul choix du chef de l'État. Qu'est-ce que ça dit de notre système de santé et donc de notre préparation à la survenue d'une crise sanitaire de cette ampleur? Et comme ça, ce constat, j'ai cru comprendre que chacun avec nos mots, mais c'est un peu ce que vous énonciez, mais comment vous voyez la solution à cette question? Puisque vous avez rappelé vous-même que votre instance était à durée de vie limitée. Je ne sais pas si elle ira plus loin que le 30 octobre, mais en tout état de cause, vous avez rappelé qu'elle n'a pas vocation à s'inscrire dans le paysage de la gouvernance sanitaire dans notre pays. Donc, le jour où elle disparaît, si on suit votre raisonnement que je partage d'une utilité de vos travaux, eh ben, il y a à nouveau quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc j'aimerais que vous alliez plus loin sur cette question.
Et ma deuxième question, elle est peut-être encore plus complexe, vous l'avez abordée, c'est la façon dont le débat scientifique, dont la controverse scientifique est portée dans notre pays. Parce que cet élément, dans une période, vous l'avez rappelé, où la connaissance se construit pas à pas, et on ne doit pas juger 3 mois après en oubliant que la connaissance s'est modifiée, mais cette construction devant l'opinion publique, dans une situation qui est inquiétante, a révélé des modalités qui dépassaient, il me semble, la légitimité du débat scientifique, et pour parler clairement, qui avait parfois plus trait à la controverse des égos qu'à autre chose. Et il y a eu une absence de régulation. Est-ce lié au fait que nous sommes une démocratie, la parole est libre et c'est heureux, et tous les excès sont là, mais quand les excès prennent le pas sur l'utilité du débat et de la controverse scientifique, c'est l'ensemble de notre population qui en paie les conséquences. Comment peut-on remédier à cet état de fait? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Delfraissy. Je réponds tout de suite. Écoutez, je vais répondre sur le premier point, et puis je laisserai Daniel Benamouzik, si j'ai amené des membres du conseil scientifique, c'est aussi pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous sommes bien d'accord. Et je laisserai Daniel Benamouzik, parce que c'est un des sujets sur lesquels on réfléchit, sur ce problème de la régulation. Sur le premier point, sur pourquoi une nouvelle instance, probablement parce qu'il manquait quelque chose quand même. Il y a un long silence qui suit votre énoncé. Hein. Alors, je rappelle que nous avons été créés à la suite de signaux d'alerte que j'avais envoyés à l'Élysée, à la suite à la fois de la réunion à l'OMS, où j'avais trouvé que les Chinois ne nous racontaient pas grand-chose. J'étais à l'OMS mi-février, non pas avec ma casquette de scientifique un peu, ayant une certaine expérience très faible, beaucoup d'humilité dans tout ça, et y compris pour le comité scientifique lui-même. Mais j'y étais pour le comité d'éthique, pour les enjeux éthiques qui allaient se poser pour la crise. Et c'est en revenant de là, et avec des collègues italiens qui m'ont appelé, et puis des contacts avec Simon sur les modèles de modélisation, que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle plus, et que donc des signaux ont été portés. On a fait une réunion des scientifiques, 24 scientifiques à l'Élysée, très multidisciplinaire aussi, le 5 mars, et ensuite le comité scientifique a été créé de nouveau dans le week-end, et puis après c'est parti. Alors, on aurait pu imaginer que l'État, finalement, les patrons de différentes agences, par exemple Santé publique France, le Haut Comité de santé publique, l'HAS, que les différents responsables de ces structures se réunissent en une sorte de comité scientifique de patrons d'agences sanitaires pour éclairer le gouvernement aussi dans cette vision-là. C'était un premier modèle. Bon. Il n'a pas été retenu, donc c'est un modèle de construction des nouveaux qui a été retenu. Je suis mal placé pour en parler, puisqu'on a eu les mains dans le cambouis. Après, on commence seulement à s'interroger pourquoi on est là. Hein, et on a essayé d'abord de répondre aux questions. Il me semble, comme je l'ai indiqué, que ce qu'on a tenté d'être, c'est quelque chose d'indépendant et d'autonome. Et j'ai été, vous le savez très bien, patron d'une agence sanitaire en étant directeur de l'ANRS pendant une période. Et je vois bien comment, comme on est patron d'une agence, on est à la fois soi-même, mais on défend l'agence, on défend l'outil. Alors que quand vous mettez un comité de scientifiques et d'experts qui sont indépendants et où ce sens de la hiérarchie, une fois de plus, est quelque chose qui existe, et dans la plus grande politesse, bien sûr, mais n'est pas directement impliqué, il y a une sorte de liberté d'expression qui permet de se faire. Alors, par contre, on peut se dire que c'est dans un climat d'extrême urgence, ce type de réponse est un modèle de réponse. Et quand je regarde ce qui s'est passé au niveau européen, on a les deux modèles. On a des modèles de création des nouveaux, ou on a des modèles, au contraire, structurés et s'appuyant sur des agences déjà existantes.
Ce qu'on pensait début juillet, c'est que, je veux dire, l'ensemble des agences étaient mis en place et avaient repris la main, je dirais, sur un certain nombre, et que notre place, donc, était de passer la main aussi à l'ensemble des agences. Bon, vous avez souhaité nous poursuivre, on reste avec notre indépendance d'esprit, on est capable de donner des informations et de donner des signaux d'alerte qui ne sont pas toujours faciles, hein, donner des signaux d'alerte au plus haut niveau de l'État, c'est pas toujours facile non plus. Hein. Et je pense que ça, c'est important, mais il faudra à un moment donné, une fois de plus... Pourquoi c'est pas toujours facile, Monsieur le Président? C'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement entendu? Ça veut dire... non, c'est parce que... Non, je veux dire que bien sûr, on est là pour, je dirais, porter un certain nombre de signaux d'alerte. Mais par exemple, il peut y avoir des nuances. Et les enjeux, par exemple, maintenant sur la crise actuelle, sont loin ne sont pas seulement sanitaires, ils sont aussi également sociétaux et économiques. Et on en a pleinement conscience autour de cela. Donc je veux dire que c'est dans cette relation entre un comité scientifique et les plus hautes autorités de l'État, on passe par ce que j'ai indiqué d'ailleurs, mais dans un climat de confiance, une fois de plus. Je pense qu'actuellement, les différentes agences sont je dirais, parfaitement capables de prendre le relais et que donc, une fois de plus, voilà, on est prolongé jusqu'au 30 octobre et après, on verra. Donc clairement, professeur, notre système français n'était pas prêt à la crise. Voilà. Alors, Daniel Benamouzi, souhaitait... C'est l'art de la synthèse de notre président. Hein. Je vous l'ai dit que le système de santé publique et de vision de santé publique français n'était pas prêt à une réponse et à un tsunami de ce type. Oui, la réponse est oui. Hein. Oui, bien sûr. Daniel Benamouzi. Merci, Monsieur le Président. Peut-être quelques éléments complémentaires par rapport à ce qu'a dit Jean-François Delfraissy. C'est vrai qu'on est dans une situation, on est tous conscients depuis le début, qui est tout à fait extraordinaire par son ampleur et par de nombreux aspects. Mais derrière cette situation extraordinaire, le point sur lequel j'aimerais revenir, je reviendrai peut-être sur deux points. Le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'il y a aussi un caractère assez ordinaire de ces manières de fonctionner. Jean-François Delfraissy soulignait que c'est assez commun finalement dans le monde médical. Plus largement, c'est assez commun dans le monde de l'expertise sanitaire en France. Les modes de travail qu'on a sont des modes de travail qu'on a pour la plupart d'entre nous déjà rencontrés, parfois déjà vécus. Pour ce qui me concerne à titre individuel, l'an dernier, je travaillais dans le cadre d'un conseil alors qui était à la fois un conseil scientifique et un conseil de relations avec un certain nombre de parties prenantes, et qui est un conseil indépendant sur les questions des agénésies transverses des membres supérieurs, donc des bébés sans bras, l'affaire des bébés sans bras, vous vous en souvenez, donc un contexte beaucoup moins critique évidemment que celui auquel on a affaire aujourd'hui, mais ce sont des modalités d'expertise qui, dans leur forme, voilà, sont dans un contexte extraordinaire, mais peut-être pas dans leur modalité, ou peut-être pas tant qu'on l'a dit, c'est des modalités de régulation qui sont assez fréquentes dans le domaine de la santé, où on a besoin d'expertise scientifique, indépendante, pluraliste, collégiale. Une autre dimension ordinaire sur laquelle j'aimerais revenir, c'est peut-être aussi témoigner de l'intérieur, si j'ose dire, du travail du conseil scientifique. On regarde tous, on y est attentif, et c'est normal, le paysage un peu institutionnel, la place du conseil scientifique par rapport à différentes instances, par rapport à différents pouvoirs, par rapport à toute une architecture institutionnelle qu'on connaît bien et dont on est assez friand d'ailleurs dans notre pays et qui caractérise une grande démocratie. En même temps, dans le fonctionnement concret, le mot d'indépendance, il dit des choses très très concrètes. Il se situe dans nos modalités d'échange, de délibération quotidienne. Jean-François Delfraissy faisait référence à plus d'une centaine, presque 150 réunions. Ça veut dire qu'on se réunit tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, jusqu'au mois de juillet, que pendant le mois d'août, on continue ce travail-là. Et donc, on crée sur ces bases-là, à travers ces délibérations, ces échanges, ces doutes, ces questionnements, cette manière d'aller chercher des angles qui n'ont pas forcément été examinés à un certain moment, on finit par construire une pensée qui est collective et qui est un amalgame, finalement, d'éléments à la fois connus de certains d'entre nous, parce que moi, je suis très impressionné à titre personnel par la qualité de mes collègues qui
m'impressionnent régulièrement. Et en même temps, il faut faire cet amalgame entre ce qu'ils connaissent, qui est fondé sur leur connaissance scientifique, sur leur expérience, y compris de celle des cliniciens ou de celle d'autres types d'acteurs, et en même temps de ce qui n'est pas connu, de ce qui est discuté, de ce qui est débattu, de ce qui est très controversé. Donc la délibération. Et de manière très concrète aussi, l'écriture de nos avis. L'écriture de nos avis, nous la faisons nous-mêmes. Nous la faisons, si j'ose dire, avec nos petits doigts et nos petits bras. C'est-à-dire que c'est un travail considérable de coucher par écrit et de stabiliser une forme de pensée collective, de faire en sorte qu'elle ait une forme de lisibilité, qu'elle ait une forme de précision, qu'elle embrasse bien l'ensemble des problèmes qui sont posés. Et c'est aussi par une forme d'exigence de transparence et une manière de rendre compte auprès de nos concitoyens du résultat finalement de notre travail scientifique que l'on s'attelle, encore une fois, quotidiennement et parfois très tard dans la nuit, pour préparer ces documents-là, pour les réviser. Voilà, je vous passe sur le nombre de versions nécessaires à l'élaboration de chaque document, mais ce sont des choses concrètes que l'on vit de l'intérieur. Donc c'est aussi là que se situe l'indépendance. C'est dans le fait que nous avons la maîtrise de l'écrit, nous avons la maîtrise de nos délibérations, nous avons la maîtrise de nos questionnements de manière très très concrète, au-delà des aspects institutionnels sur saisine, autosaisine, position hiérarchique, etc. Deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, puisque Jean-François m'a un peu tendu la perche, c'est sur... et ça, c'est quelque chose qui est effectivement troublant pour nous-mêmes aussi, cet écart finalement entre le caractère assez collégial et assez consensuel, à de rares exceptions près, dont on a fait état dans nos avis, d'une forme de convergence de points de vue, et d'un débat public sur les mêmes thématiques qui, lui, est beaucoup plus controversé, qui parfois même est illisible, qui devient rapidement contradictoire et qui suit des dynamiques parfois difficiles, très honnêtement, très difficiles à prévoir, à anticiper, même si au fil des mois, on voit bien la récurrence d'un certain nombre de figures, de schémas, de configurations, comme on dit en sociologie, dans ces débats-là. Ce désordre-là, il nous frappe aussi, comme n'importe quel citoyen qui cherche à trouver de l'information, tantôt sur Internet, tantôt à la télévision, tantôt en se référant à la confiance qu'il estime pouvoir porter à tel ou tel expert. Ce désordre-là, on doit faire avec. On doit faire avec les uns et les autres. D'une certaine manière, il est aussi une forme d'expression de l'autonomie et de la liberté d'un certain nombre d'acteurs. La difficulté, elle tient au fait que sur ce type de questions-là, on a une sorte de conjonction d'autonomie très grande et très légitime d'un certain nombre d'acteurs. La profession médicale, elle dispose, et c'est très compréhensible, et c'est une construction historique qui nous vient de loin, d'une très grande autonomie. La profession scientifique, elle dispose, pour des raisons équivalentes mais qui sont un peu différentes, également d'une très grande autonomie. Moi, je suis chercheur au CNRS, je me félicite chaque jour de l'autonomie dont je peux bénéficier dans mon travail scientifique, dans les questionnements que je me pose, dans les recherches que je souhaite entreprendre. Et c'est quelque chose qui est partagé par tous les chercheurs de notre pays et dans une certaine mesure, évidemment, beaucoup plus largement. Les acteurs de la sphère médiatique disposent aussi très légitimement d'une très grande autonomie dans leur manière d'apprécier les problèmes, de convoquer les acteurs, d'organiser les discussions. C'est aussi un gage de notre démocratie. Et sur ce type de questionnement, on a une conjonction de ces très grandes autonomies qui se mélangent, qui se choquent et qui répondent à des logiques assez différentes. Les logiques du champ médiatique, ce ne sont pas les mêmes que celles du champ médical, du champ scientifique. Et ce qui me frappe, pour reprendre ce mot de régulation, c'est d'une certaine manière, et ça je pense que ça peut appeler une forme de réflexion collective, y compris des différentes professions auxquelles on a fait référence, sur les modalités de régulation. On sent bien que la régulation est difficile. On sent bien que la régulation dans le monde médical a été compliqué, que les divergences sont difficiles à régler, alors qu'il y a des instances qui sont prévues, que ce problème-là se pose quasiment depuis toujours. Donc on a une vraie difficulté à aborder ces questions-là, et particulièrement dans un contexte où on a une forte exposition médiatique. On pourrait dire la même chose des instances scientifiques, où il y a une forme aussi de régulation sur laquelle on peut s'interroger. Quel est le rôle des régulateurs de la vie scientifique sur la manière dont un certain nombre de positions sont présentées, défendues, organisées, mises en place? On faisait référence à la recherche clinique. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais ce sont des choses que j'observe. On a eu un certain polycentrisme, pour garder des mots polis, voire un certain désordre dans la manière dont tout ça a été mis en place. Donc comment se fait cette régulation scientifique? À mon sens,
sens, là, il y a matière aussi à progresser du point de vue de la régulation. Et puis, dans le domaine médiatique, dans le domaine de l'expression médiatique, je pense qu'il y a aussi une forme de réflexion à engager par les professionnels eux-mêmes en premier chef, et peut-être aussi dans un cadre civique, dans un cadre citoyen, sur la régulation de ce type d'instance. Les médias sont à la fois des professionnels qui ont légitimement à défendre une très grande autonomie, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des logiques qui peuvent être des logiques mercantiles, qui peuvent être des logiques d'audience, qui peuvent être des logiques de positionnement, qui induisent des choses qui peuvent être ensuite assez problématiques du point de vue de leurs effets sur le débat en santé publique. Et rendre responsable le conseil scientifique de ce désordre, de ce qui parfois est un vrai barnum, c'est, voilà, me semble-t-il, une forme de raccourci qu'à titre personnel, en tant que membre du conseil scientifique, je trouve à la fois être un raccourci audacieux et un raccourci un peu injuste. Merci. Je vais passer... Bernard Jomier, c'est bon? Merci. Je passe la parole à Sylvie Vermeillet, et puis ensuite Catherine, et on inversera. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais moi aussi remercier le professeur Delfraissy et les membres du Conseil scientifique pour nous avoir éclairés durant la gestion de cette crise. Je vais me limiter à 2 questions pour que nos collègues puissent en poser d'autres. Ces questions porteront sur l'état de vos connaissances. Professeur, vous y avez fait allusion. Alors la première question, professeur, vous avez déclaré le 24 août, on peut imaginer des vaccins partiels au premier trimestre 2021. Le 10 septembre, lors de nos auditions ici même, le professeur Lina m'a semblé plus réservé dans ce domaine, même très réservé pour pouvoir annoncer des délais de sortie de vaccins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin partiel? Est-ce que vous pouvez nous préciser votre idée sur ce point? Et puis une deuxième question, j'aimerais avoir votre avis sur l'origine du Covid-19. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez à une réunion de l'OMS mi-février et vous avez dit « j'avais trouvé que les Chinois ne nous racontaient pas grand-chose lors de cette réunion ». Quel est votre avis sur l'origine du Covid-19? Merci. 2 questions précises, professeur. Premièrement, sur les vaccins. Bon, vous avez tous compris qu'on est dans un modèle de construction vaccinale qui est très différent de celui qui est habituel. C'est-à-dire qu'un certain nombre de grands groupes pharmaceutiques, s'appuyant sur des recherches issues de start-up ou de grandes universités, un peu comme Oxford, comme d'autres grandes universités, a décidé à la fois d'expérimenter un certain nombre de candidats vaccins, donc de faire les phases 1, 2, 3, qui sont l'habituel, et dans le même temps de construire et de mettre en place les outils industriels qui permettraient une production de vaccins à haut niveau. Et c'est donc quelque chose qu'on n'avait jamais vu, puisque en général, les industriels attendent d'avoir des premiers résultats avec leurs produits, leurs vaccins ou leurs médicaments, avant de s'engager dans un processus industriel. Et là, donc, c'est un modèle qui n'est pas d'ailleurs, qui retentit sur un ensemble de pays, puisque pour financer, puisqu'ils prennent de risques, en fait, ils ne le prennent pas totalement, puisqu'ils demandent aux différents pays, et en particulier européens ou aux États-Unis et à d'autres, de financer, entre guillemets, en passant commande de millions et de millions de doses qui leur permettent d'investir dans l'outil industriel. Donc ça veut dire qu'on a un nouveau modèle où en même temps que se construit l'élaboration d'un vaccin et son éventuelle efficacité ou non-efficacité, il y a l'outil industriel qui se construit. Donc tout ça. Alors, parmi les différents candidats, un certain nombre va rester sur le carreau, c'est-à-dire qu'on s'apercevra qu'ils ne fonctionnent pas. Et puis ensuite, on a 2 types de vaccins pour le Covid possibles. On a des vaccins qui permettent de diminuer, je dirais, la gravité des formes sévères chez les patients les plus à risque. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très habituel dans la stratégie vaccinale. Et puis un deuxième modèle plus classique, qui est celui de vaccin préventif, évitant la transmission d'une personne à une autre.
Alors, ce que j'ai voulu indiquer, c'est que on aurait peut-être, mais je ne le sais pas, hein, bien sûr, hein, mais compte tenu de cette dynamique très particulière qu'il y a et de l'effort considérable qui est en train d'être mené, qu'on peut imaginer qu'on ait parmi mettons les 7 grands candidats vaccins, qu'on en ait 2 ou 3 qui donnent des premiers résultats dans le premier trimestre 2021 et avec des résultats partiels, c'est-à-dire avec un vaccin qui aurait une efficacité en termes de transmission de l'ordre de 50%, par exemple. Je dis ça complètement au hasard, hein, mais de cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un vaccin qui permet d'éviter la transmission uniquement dans 50% des cas? C'est déjà mieux que rien. Et puis, peut-être avec un vaccin qui permettrait de réduire la fréquence et la sévérité des formes graves, qui serait un élément essentiel, puisque, rappelons-le, cette maladie, dans 90-92% des cas, est quelque chose de relativement bénin, et que ce qui fait la gravité de cette maladie, c'est la sévérité des formes graves. Donc voilà où on en est. Je ne pense pas que Bruno Lina soit en contradiction avec ce que j'ai dit. Après, vous savez, c'est difficile, on n'est pas là, une fois de plus. Le conseil scientifique essaie de s'appuyer sur les données qu'il a. On n'est pas là pour lire dans une boule de cristal, hein. Et il y a une part de risque un peu à donner ce type de date. Je pense néanmoins qu'il y aura une évolution un tout petit peu plus rapide que dans les stratégies vaccinales habituelles. Deuxième question sur l'origine du Covid-19. Bon, je sais que ça fait l'objet de beaucoup de débats sur éventuellement un virus qui serait de laboratoire, qui se serait échappé, entre guillemets, du laboratoire du P4 de Wuhan. Non, enfin, je n'ai pas d'opinion là-dessus, hein. Le laboratoire de P4 de Wuhan répondait quand même à des critères de sécurité de très haut niveau. Les technologies chinoises sont quand même arrivées à un très haut niveau scientifique. Après, ce qui s'est passé exactement, je maintiens ma position qui est de dire que les Chinois nous racontent un peu ce qu'ils veulent, hein, et que la communication scientifique chinoise est quand même à la fois correspond à une communication scientifique habituelle avec un certain nombre d'informations qui sont données, et elle est quand même sous contrôle. Sur le fond, on peut imaginer qu'il s'agit bien du schéma habituel d'un virus qui est porté par une chauve-souris, qui passe par un porteur animal, et certains porteurs, vous le savez, ont été mis en cause. Il y a une rupture de la barrière d'espèce, ce n'est pas la première fois, il s'est produit la même chose pour d'autres virus importants, et on ne comprend pas pourquoi il y a cette rupture de barrière d'espèce, qui est l'enjeu majeur. Je vous rappelle que les chauves-souris vivent très bien avec ces virus, hein, et puis ensuite ça passe chez l'homme. Merci. Mais la stratégie vaccinale, si ça ne touche que 50% d'évitement de transmission, enfin son résultat, pensez-vous qu'elle soit sociétalement acceptable? Non, ce que j'ai voulu, c'est que c'est une science en mouvement et qu'on peut très bien avoir dans un premier temps un vaccin qui ait une forme d'efficacité qui est partielle, et que ça soit un premier candidat vaccin et qu'il y ait ensuite une amélioration de ce premier candidat vaccin lié par exemple à un deuxième boost avec un autre candidat, et qu'on progresse en marchant. Ce que j'ai voulu indiquer, c'est qu'on n'aurait pas forcément dans ce délai du premier trimestre 2021 le vaccin idéal que nous attendons tous, qui permettrait d'éviter la transmission à la fois chez les anciens, à la fois chez les plus jeunes, et avec une efficacité de 99%. Je ne pense pas qu'on arrive à ça. Ça, j'en suis même certain, hein. On aura probablement quelque chose d'incomplet qu'on prendra et on verra comment on l'utilise. Merci. Catherine Desroches, docteur Desroches. Merci, Président, et je remercie moi aussi l'ensemble du Conseil pour son travail et pour cette audition. J'avais trois questions. La première, elle tient au degré de connaissance. Bon, le Conseil a été installé le 11 mars. Vous aviez sensibilisé le Président de la République à cette notion. Fin janvier, la ministre de la Santé, se basant sans doute sur ce que faisait l'INSERM, nous disait que le risque que le virus pénètre en France était très très faible.
Et ce que je voulais savoir, c'est si vous, dans vos domaines respectifs, vous aviez le même degré de connaissance. Si oui, ça voulait dire que peut-être les modélisations de l'INSERM, en fait, n'étaient pas correctes à l'époque. Et sinon, si vous aviez un degré de connaissance différent, parce que certains nous ont dit, et ça a été le cas à ma surprise un peu de l'association des patients, de nous dire que eux, de leur côté, avaient très en amont, puisqu'on est sur cette période un peu incertaine, qui était celle qui a suivi janvier jusqu'à début mars, où l'épidémie arrivait de façon très très forte dans le Grand Est, eux avaient des degrés de connaissance. Donc quel était le degré de connaissance ? Et si notre degré de connaissance en France n'était pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, dans le cadre d'une épidémie future, la connaissance de ce qui se passe ailleurs ? On a vu qu'il y avait la Chine, bien sûr, mais aussi il y avait l'Italie. Donc, quels étaient les embryons de connaissances, de traitements et autres ? Ça, c'est ma première question. Deuxième point, c'est... Alors là, je pars complètement sur la situation actuelle. On a vu pendant la gestion par les soignants de cette épidémie, notamment, par exemple, la région Île-de-France a appris ce qui se faisait dans le Grand Est. Ils ont appris des choses. Il y a eu une période d'apprentissage qui a fait, on l'a vu, dans l'évolution des traitements de réanimation, dans la mise en place des anticoagulants, de certains anti-inflammatoires à ces stades. Moi, ma question, c'est maintenant, si l'épidémie repart, on voit qu'on est sur une situation territorialisée plus lâche, si je puis dire, avec des patients. Il y a des clusters en Aveyron, il y a des clusters dans des départements où il n'y a pas des grands centres hospitaliers. Est-ce que quelqu'un est chargé de donner des modèles, des guides et des consignes, parce que la HAS, il faut bien dire, est absente. Alors, je sais que souvent, les conseils ou les fiches pratiques ou les bonnes pratiques ne sont données que sur des assurances qui n'existent pas forcément actuellement. On est dans un flou, donc il y a une prudence, mais en matière d'épidémie nouvelle et de crise comme ça, la prudence, elle a ses limites et elle entraîne forcément des pertes de chance. Donc, est-ce qu'il y a actuellement en cours des conseils pour qu'il y ait des échanges de réseau, un vrai maillage territorial entre certains hôpitaux et des centres de référence? Et par exemple, pour les généralistes, au départ, ils ont été complètement exclus, on disait qu'il faut aller au SAMU. Sur les généralistes, par exemple, on sait qu'il y a des biomarqueurs et autres. Qui est chargé de donner ces consignes? Et à mon sens, c'est assez urgent. Donc, je voulais savoir si vous partagez cet avis. Et le troisième point, ça correspond à une question qu'on vous a posée et qui concerne les essais cliniques. C'était comment on peut concilier, dans ces temps de crise sanitaire, d'une épidémie nouvelle, avec des tâtonnements thérapeutiques, une nécessité d'apporter une réponse thérapeutique rapide aux malades, parce que les soignants nous le disent, on se retrouvait face à des patients et on essayait toutes les thérapeutiques existantes pour pouvoir les tirer d'affaire, et la conduite de travaux scientifiques robustes pour, en effet, s'assurer de l'efficacité d'un traitement, ce qui est le but des essais. Est-ce que ça a été facile à concilier, parce qu'on a des essais cliniques avec des bras qui étaient purement antiviraux, il n'y a pas eu vraiment de bras anti-inflammatoires. Est-ce que ça ne génère pas, ça n'a pas pu générer une perte de chance pour ceux qui, du fait des critères, n'étaient pas rentrés dans les essais cliniques? Voilà mes trois questions, Président. Écoutez, je vais répondre partiellement. Alors, sur l'état des connaissances, moi je rappelle que le conseil scientifique a débuté donc, le 10 mars. Donc on a trouvé une situation le 10 mars. Bon. Je dis, moi, avec très grande simplicité, vraiment. Alors, d'abord que c'était pas dans mon agenda. Vous savez, j'ai eu 72 ans au mois de mai. C'était pas dans mon agenda de repartir sur un truc aussi actif. J'ai eu entre les mains quand même beaucoup de choses sur le VIH. Ensuite, on m'a confié Ebola et je l'avais pas mis dans mon agenda. Donc, j'ai été avec une vision, une fois de plus, des grandes conséquences éthiques que posaient ces épidémies. Et puis, je n'ai commencé vraiment, moi, donc à me réveiller, entre guillemets. J'ai laissé passer le mois de janvier très, très, très tranquillement, en regardant comme tout le monde, comme vous, bon. Et c'est vraiment cette réunion à l'OMS, où j'étais pour autre chose,
où j'ai trouvé que les Chinois n'étaient pas clairs. On les a eu 2 fois en vidéoconférence, en 2 heures, on pouvait leur poser des questions. Ils ne répondaient pas sur des choses aussi simples. Et les formes graves, c'est qui? C'est des sujets âgés. Ils sont ventilés combien de temps? Enfin, je suis un clinicien, moi, fondamentalement. Donc, c'est des questions que je peux poser. Et j'ai gueulé auprès, à l'époque, de l'OMS en disant c'est de la langue de bois pour une partie de ce qui est en train d'être discuté. Bon. Ensuite, des collègues italiens de la mi-février m'ont interpellé, et les Italiens du Nord sont très brillants. On les a considérés en disant c'est l'Italie. C'est entièrement faux. Ils sont beaucoup plus liés aux équipes américaines que nous le sommes en France. Enfin, il y a ces connexions qui sont extrêmement fortes et qui m'ont appelé dans ce milieu immunologie en disant s'il y a un orage inflammatoire des cytokines que vous évoquez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis enfin, c'est des discussions avec les modélisateurs. Donc, tout ça pour vous dire que moi, finalement, un peu quand même, pas vraiment étant plus tout à fait dans le bain complètement, et en particulier auprès des politiques, mais quand même étant dans le bain dans ma formation de scientifique autour des crises sanitaires, je ne me suis vraiment réveillé que mi-février. Donc je suis très humble là-dessus, hein, très humble. Hein. Bon. Alors après, je laisse sur les modèles et sur est-ce qu'on avait des signaux d'alerte sur les modèles et sur la partie épidémiologique. Simon, tu peux peut-être indiquer quelque chose, et puis je répondrai à vos autres questions après. Donc là, on se projette en janvier. Hein. Il y a beaucoup de signaux d'alerte en fait qui sont venus justement du monde de la modélisation, c'est-à-dire que l'un des premiers signaux très inquiétants, c'était une analyse faite mi-janvier, je pense, où les Chinois rapportaient une quarantaine de cas confirmés. Et en fait, il y avait 40 à peu près cas confirmés en Chine et par ailleurs déjà 6 cas à l'international. Et en fait, si vous faites juste on regarde un petit peu les flux de passagers entre la Chine et l'international. S'il y a 6 cas à l'international, c'est très très développé en Chine. Et donc, en regardant finalement ces cas à l'international, on pouvait déjà dire qu'il y avait sans doute quelques milliers d'infections sur le territoire chinois. Et suite à ça, très rapidement après que cette étude soit sortie, en fait, les Chinois ont revu complètement à la hausse, ont commencé à déclarer bien plus de cas. Donc ça, c'était un signal très inquiétant pour l'ensemble de la communauté scientifique. Après, ce qu'il faut voir, c'est que nous qui travaillons sur les émergences, des émergences, il y en a en fait assez souvent. Et en 2009, vous vous souvenez sans doute, les premières estimations de la mortalité de la grippe pandémique de 2009, elles étaient à peu près entre 0,5 et 1%. Donc ce qu'on estime maintenant pour le Covid-19, parce qu'au tout démarrage, on sait qu'on va avoir tendance à surestimer la mortalité parce qu'on ne voit que les cas sévères qui vont à l'hôpital et que donc voilà, on a ce problème. Et donc, l'ensemble de la communauté scientifique a été très inquiète au démarrage de 2009 et puis progressivement, on a vu que finalement, la sévérité, ce n'était pas 0,5 ou 1%, c'était plutôt du 2 pour 10 000, donc un ordre de grandeur complètement différent, ce qui fait que je pense qu'il y a eu tout un moment où on était un petit peu en attente de savoir si les signaux sur la sévérité allaient se confirmer ou pas. Et ça, donc, ça a pris un peu de temps. Donc, si moi, je regarde un petit peu comment ma position a évolué pendant cette période-là, ce que j'expliquais, c'était qu'on pouvait en effet être dans un scénario de sévérité très importante avec le 0,5-1% de mortalité, mais ce n'était pas impossible que progressivement on s'aperçoive que la sévérité baisse quand en fait on commence à mieux détecter les infections. Donc là on parle beaucoup de doute et il y a une période quand même de doute où on était vraiment dans l'attente, aussi à se demander si les Chinois qui à un moment quand même ont mis en place des mesures sans précédent de confinement allaient réussir à stopper la propagation à la source ou au contraire que ça se propage à l'international. Donc il y a eu toute une période de doute où la communauté scientifique était un petit peu en effet en attente de voir vraiment ce qui allait se passer. Elle est estimée à combien la sévérité pour le Covid? Vous avez parlé de 2 pour 10 000 pour la grippe en 2009. Ouais, donc, et maintenant donc en fait,
Si vous lisez notre avis du 12 mars, on estimait qu'il y avait une mortalité lorsqu'on est infecté entre 0,5 et 1%, qui était à l'époque basée sur pas beaucoup de données. Et donc depuis, on a fait bien plus d'analyses en regardant les patterns de mortalité dans 45 pays ou dans 15 de ces pays, on a de la sérologie. Donc maintenant, on a beaucoup plus de données. Et en fait, on reste dans ce même ordre de grandeur, entre 0,5 et 1%, sachant quand même qu'on est face à un virus où le concept même de donner un chiffre pour la mortalité n'a pas beaucoup de sens, parce que toute la mortalité se retrouve dans quelques groupes, et que donc, bien entendu, s'il y a un petit peu plus ou un petit peu moins d'infections dans ces groupes, on peut vraiment avoir un très gros impact sur la moyenne. Donc, contrairement à d'autres virus, il ne faut pas juste penser en termes de moyenne, mais vraiment en termes de distribution de mortalité. 5% des décès durant la première phase de mars sont chez des sujets de plus de 65 ans ou ayant une pathologie X ou Y surajoutée. Donc on cerne bien. Alors ça me permet de répondre à votre deuxième question, qui est est-ce qu'on a tiré des leçons pour la prise en charge des patients ? Vous avez donné tous les éléments, hein, c'est-à-dire que les réanimateurs ont appris à mieux les prendre en charge. C'est un classique dans les formes graves. Hein. C'est-à-dire que les équipes médicales apprennent et donc optimisent le type de résultat, et en particulier d'essayer de retarder la ventilation par intubation. On a maintenant des résultats solides d'essais, alors là, solides, sur les anti-inflammatoires, soit les corticoïdes, soit dans une certaine aussi mesure les antirécepteurs de l'IL-6, le problème en effet de la coagulation. Et donc, votre question me fait pas sourire, mais on a, dans notre avis numéro 8 du mois de juillet, on a indiqué que la recherche devait déjà poser les questions dès début août pour anticiper ce qui se passerait avec les formes graves à la mi-septembre. Et je pense que Yazdan Pana vous répondra. Je viens de vérifier il y a 4 jours que des consignes, qui donnent les consignes, hein, c'est des sociétés savantes. Alors vous avez deux types de consignes. Vous avez soit passant par l'HAS, hein, qui est une première forme, soit qui peut passer aussi par le Haut Comité de santé publique, hein, sur certains aspects. Et puis, quand c'est très médical, très technique, c'est souvent, je dirais, par exemple, là, la société, ils se sont regroupés entre la société de réanimation, la société des infectiologues et la société des anesthésistes réanimateurs, et des gériatres, puisque ça touche les patients les plus âgés. Et là, ils font des recommandations de sociétés savantes qui viennent de sortir pour la prise en charge uniforme et relativement homogène des formes sévères dans l'épidémie actuelle. Voilà, je vous ai répondu exactement où on en est. Pour les médecins généralistes. Alors, pour les médecins généralistes, Yazdan Pana vous en parlera cet après-midi. Il y a eu un flottement, hein, vous l'avez souligné, et sur l'organisation des essais thérapeutiques, il vous le dira, dans le cadre de Reacting, il y a un groupe médecin généraliste maintenant, avec un médecin généraliste qui fait partie du conseil scientifique de Reacting. Et il y a, pour les essais thérapeutiques qui seront menés et coordonnés à partir du mois de septembre, puisque c'est dans le rôle de Reacting, mais on est bien là dans la régulation qui a été évoquée tout à l'heure, ça vient seulement d'être décidé par les deux ministères, eh bien, les médecins généralistes seront de bord. Voilà, mieux qu'ils ne l'ont été au mois d'avril, où il s'est fait beaucoup de petits essais, etc. Sur le troisième point, les essais cliniques, comment peut-on mener des essais cliniques de qualité dans une situation de crise sanitaire? Je n'ai pas totalement la réponse. J'avais même écrit que dans certaines circonstances, on pouvait être amené à prendre un certain nombre de décisions qui ne relèvent pas de l'essai clinique randomisé. Je l'ai écrit pour Ebola, mais rappelons que la mortalité d'Ebola, elle était de l'ordre de 75% au début. Hein. Donc il y a quand même une différence entre 75% de mortalité et les chiffres que vient de vous indiquer Simon Kochmez. Et même dans Ebola, eh bien,
on a manqué finalement d'un grand essai randomisé qui nous permette de trancher définitivement sur le type de médicament qui était faisable. Donc il me semble que, y compris en situation de crise sanitaire, il faut respecter au maximum, autant que faire se peut, les bonnes pratiques cliniques qui existent en situation de non-crise sanitaire. En les modulant et en faisant que le maximum de patients puissent être inclus dans les essais de façon à apporter une réponse le plus rapidement possible. Alors, est-ce que ça a été totalement réalisé? La réponse est non, parce que c'est difficile. Les Anglais l'ont mieux réalisé que nous, puisque le système anglais a imposé dans son système NHS que les essais thérapeutiques fassent partie intégrante de la prise en charge. Reacting l'a en partie fait, mais en partie seulement, et Yazdan Pala vous expliquera pourquoi. Mais je veux dire que la crise sanitaire la réponse n'est pas seulement au niveau de l'individu, mais elle est au niveau du groupe d'individus, et on peut être amené à privilégier finalement d'attendre un tout petit peu, mais d'avoir une réponse solide, donc concernant un groupe d'individus, pour mieux aller ensuite traiter un individu donné. Mais c'est une vraie question éthique, hein, qui est de l'éthique de la recherche, et qui est une vraie question. Merci. Bien, nous allons passer aux questions de nos collègues. 12 sont inscrits. Donc, nous prenons les questions 4 par 4 pour essayer. Donc, merci d'être précis dans la question. Roger Carucci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Conseil, moi j'aurais une observation simple. La France a globalement, y compris les morts à domicile, 40 000 morts. Ça peut faire réfléchir. Et réfléchir différemment simplement d'un constat philosophique. En réalité, est-ce que nous ne nous sommes pas trompés dès le départ? Qui a mieux réussi que nous? Soit les États autoritaires, qui ont, par l'autorité, sans forcément avoir une structure scientifique à côté d'eux, pris des mesures d'une telle vigueur qu'effectivement on a limité la propagation. Soit des États qui avaient une structure scientifique, mais qui, ne voulant pas avoir de responsabilité politique, se sont souvent contentés de dire « nous faisons strictement ce que le Conseil, enfin, peu importe l'appellation locale, scientifique décide ». Et nous avons choisi, curieusement, la solution de ni l'un ni l'autre. Pas assez d'autorité pour prendre des mesures fermes, un conseil scientifique qui émet des avis, mais on s'empresse de dire que le politique conserve la décision et n'est pas tenu de suivre les avis. Et le résultat, c'est que nous avons souvent louvoyé, souvent donné le sentiment à l'opinion publique qu'on ne savait pas clairement où on allait, et ça continue. Le tout renforcé effectivement par des débats télévisés assez chaotiques, où chacun venait dire sa part de vérité, ou peu importe, mais en tout cas, le tout n'éclairant personne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il eût mieux valu, quand on entend parfois les responsables gouvernementaux aujourd'hui, dire quand ça les arrange, après avis du conseil scientifique, et on suit l'avis. Et quand ça ne les arrange pas, on ne fait pas référence au conseil scientifique et on prend d'autres mesures. Est-ce qu'il n'eût pas mieux valu avoir une règle simple, le débat télé, le débat médiatique est ce qu'il est, mais en revanche, les avis du conseil scientifique objectif, travaillé, j'allais dire neutre par rapport à tout ce que peuvent être les intérêts dans les débats médiatiques, ces avis-là doivent être suivis. Je veux prendre un seul exemple très récent. Monsieur le Président, et moi j'étais tout à fait d'accord, à la vue des remontées des contaminations récentes, vous avez dit la semaine dernière, le gouvernement va devoir annoncer des mesures fermes, des mesures fortes pour, en réalité, faire en sorte que cette pandémie ne reparte pas.
Et puis nous avons eu la conférence de presse du Premier ministre où en fait il n'y a eu aucune annonce. Aucune annonce. Alors est-ce que là-dessus on n'a pas, entre le politique et le conseil scientifique, un vrai problème? Si la pandémie reprend, ce qui semble être le cas, est-ce que pour rendre confiance aux Français, il ne faut pas donner le sentiment que le politique et le scientifique travaillent ensemble et de pair, et non pas en étant tellement indépendants l'un de l'autre qu'on se demande réellement où on va? Merci. Olivier Henno. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question est assez voisine et elle part du constat qui a été fait que le système français n'était pas prêt. Et donc, ma question est la suivante. Selon vous, est-ce que ça a toujours été le cas? Ou est-ce que c'est sous la pression économique ou d'autres pressions que nous avons baissé la garde? Et puis, en complément un peu de la question de Roger Carucci, quel pays, au singulier ou au pluriel, était le mieux préparé? Ou quel pays est aujourd'hui le mieux préparé? Je vous remercie. Jasmin. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président Delfrécy, j'ai pour vous 3 questions. Alors, une qui concerne les relations que vous avez pu avoir avec les instances de démocratie sanitaire, est-ce qu'il y en a eu? La deuxième concerne, là, vous venez de dire, l'innovation thérapeutique est très peu arrivée. Dans le domaine du diagnostic, par contre, et du dépistage, il y a eu de l'innovation. Avez-vous déjà évalué les différents tests? Bon, on a plusieurs possibilités, on le sait, mais quels sont les plus pertinents aujourd'hui? Et aviez-vous connaissance des moyens humains et matériels dont disposaient les laboratoires de biologie quand vous avez conseillé au gouvernement de faire les différents dépistages qui ont été faits sous les différents formats qui ont été réalisés à ce jour? Concernant également le côté stratégique et géopolitique, avez-vous pris en compte la situation de la France qui est un archipel, l'archipel France avec ses territoires d'outre-mer, et particulièrement la Guyane, qui est une terre française en Amérique du Sud? Alors, avez-vous, à un moment donné, pris en compte ces difficultés, compte tenu de la situation par rapport aux différentes frontières? Parce qu'on voit sur l'Hexagone, les zones frontalières ont été gérées d'une certaine manière, alors que dans les Outre-mer, ça n'a pas été géré de la même manière. Et concernant les anticorps, vous en avez parlé, il y a eu, au début des interventions, on a constaté qu'il y a des personnes qui ont eu une deuxième contamination. Alors, concernant la production des anticorps et la réponse immunitaire par rapport au vaccin, alors est-ce que vous préconisez, est-ce que vous allez suggérer qu'il y ait de la recherche sur les personnes qui ont déjà eu le Covid pour voir quelle est la réponse immunitaire, et est-ce qu'il est opportun de vacciner ou pas vacciner ces personnes? Parce que là, il y a une grande interrogation, d'après ce qui vient d'être dit et ce que vous avez complété par rapport à ce qui a été dit par M. Lina. Je vous remercie. Merci. Annie Guillemot. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais 2 questions. La première question est un petit peu une interpellation, parce qu'on entend toujours effectivement dire que le temps du politique est différent des médias et différent des scientifiques. Je veux bien, mais vous avez dit, professeur Delfrécy, que la science se construit sur les incertitudes. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que depuis très longtemps que la politique se construit pas non plus sur des incertitudes, vu la situation internationale. Et il me semble quand même que le rôle du politique, c'est justement de gérer ces incertitudes. Et donc, moi, vraiment, j'interpelle ça parce que ça fait tellement... On l'entend alors en boucle en ce moment, et je suis un peu rebelle, ça me met en colère. Justement, sur ces incertitudes, il y a eu l'avis, on a eu le docteur Crozier qui nous a parlé d'éthique, et il y a eu l'avis, je crois, 106 du Conseil du CCNE éthique. Et est-ce que par rapport à ces incertitudes, qui soient sur la situation politique internationale, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, Turquie, Grèce et migrants, mais aussi sur l'évolution de notre société, et notamment sur la prise en compte de la précarité par rapport à des pandémies, est-ce qu'il ne faut pas justement mettre en œuvre des conseils scientifiques, mais aussi qui font appel aux sciences humaines et sociales, et pas seulement économiques, pour qu'on refonde un certain nombre, je dirais, d'assentiments, en tout cas quelque chose qui nous rassemble sur un certain nombre de points.
Et j'aimerais bien avoir votre position parce que dans l'avis du Conseil d'éthique, on dit que le questionnement éthique amène souvent à confronter le principe d'autonomie et l'exigence de solidarité. Mais sur tous les dossiers, on est au cœur là du sujet, et surtout sur les pandémies. Et je trouve que le docteur Crozier nous a bien éclairé là-dessus. Ma deuxième question, elle revient là plus terre à terre sur l'organisation. Vous avez dit il manquait sans doute quelque chose, on a fait le conseil scientifique. Alors, si on a d'autres pandémies, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on change? On a l'ARS, enfin nous on voit les parlementaires, on a le préfet, on a l'ARS, on a Santé publique France, il y a même des gens qui ne connaissent pas du tout Santé publique France. Je me rappelle de ce que disait Madame Buzyn lors de son audition à l'Assemblée nationale sur le problème entre Santé publique France, les ARS, les masques. Elle disait que la gestion du stock stratégique des masques de protection ne revenait pas au ministre, mais était de la responsabilité de l'Agence Santé publique France, qu'il fallait re-questionner le rôle des agences sanitaires, qu'il y avait des interrogations sur l'ensemble et que les compétences de gestion de crise, la réactivité avaient été diluées et elle préconise une agence dédiée aux crises en général et pas seulement sanitaires. Quel est votre avis aussi là-dessus et par rapport à, et je finis là-dessus, par rapport aux hôpitaux, est-ce qu'il faut continuer à fermer des lits d'hôpitaux? Merci. Je vous demanderai d'être aussi concis dans les réponses. Merci, professeur. Que des collègues vont pouvoir répondre aussi. Non, sur la première question, est-ce que le modèle français de relation, un comité scientifique vis-à-vis du politique, un peu intermédiaire, était-il le bon par rapport à d'autres modèles? Écoutez, moi, je pense qu'il est encore trop tôt pour tirer les leçons. Il va y avoir plusieurs points. Il va y avoir le nombre de décès pour 100 000 habitants, qui sera un chiffre où la France va se situer probablement en 5e ou 6e position, parmi les grandes puissances mondiales. Je rappelle que c'est la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, qui va se trouver en tête. Le deuxième élément, c'est le retentissement économique et sociétal, parce que autant la question sanitaire était dominante au mois de mars, autant, soyez-en persuadés, sur l'ensemble des membres du comité scientifique, on est persuadé là maintenant que les enjeux sont à la fois sanitaires, mais aussi sociétaux et économiques. Et même que dans le sanitaire, il y a le sanitaire qui est lié au Covid, et avec une reprise possible de l'épidémie, mais il y a le sanitaire qui est lié au Covid-. Les services de réanimation qui ont été utilisés au mois de mars et qui étaient une fois de plus à 90% ou 95% dédiés au Covid, c'est impossible maintenant. Marseille, Bordeaux fera des choix de peut-être 30% liés au Covid, parce que sinon, on aurait une surmobilité liée au non-Covid. Alors, je dévie un peu, mais c'est pour vous montrer qu'on est totalement persuadé, on est des citoyens comme vous, et on est totalement persuadé que le sanitaire ne doit pas être uniquement dominant, et qu'il doit s'inscrire dans quelque chose. Et le deuxième élément, dans la relation avec le politique, écoutez, moi, je l'ai dit en toute franchise, les relations se sont construites avec une certaine forme de sérénité, et globalement, quand même, l'immense majorité des préconisations du Conseil scientifique ont été suivies. Sauf sur 3 points, je l'ai rappelé, où on avait une vision un peu différente de l'école et de l'ouverture des écoles au mois de début mai. Deuxièmement, et on y reviendra, sur la place du comité citoyen et de la société civile je dirais, ce qui peut amener à aider à éclairer une décision. Là, on n'a pas du tout été suivi. Et troisièmement, dans l'évaluation actuelle là, de la reprise ou pas de l'épidémie, on est quand même dans la nuance. La réaction du Premier ministre a été, et nous l'avions indiqué, qu'il fallait s'intéresser aux grandes métropoles et construire une réaction des métropoles avec les ARS, les préfets et les politiques au niveau des grandes métropoles.
c'est ce qui finalement est en train de se passer à Marseille et à Bordeaux, peut-être à Rennes, et on verra. Donc on est globalement, je dirais qu'il n'y a pas eu de dissociation telle que vous l'envisagez. Mais c'est toujours difficile, hein, moi, en tant que citoyen, d'un comité scientifique qui a une certaine responsabilité, et comment on fait passer un certain nombre de messages. Ça, on sait comment les faire passer, mais comment le politique, qui a une vision plus globale, les prend en compte. Alors après, est-ce qu'il y a des pays européens qui ont mieux marché que nous? Oui, la réponse est oui. Il y a l'Allemagne. Hein. Il y a l'Allemagne qui est probablement, pour des raisons à la fois culturelles, d'organisation des Länder, du nombre de lits de réanimation pour 10 000 habitants en Allemagne, qui est très largement supérieur, où surtout l'ensemble de l'Allemagne, on a des ratios qui sont comparables à ceux qu'il y a en région parisienne, et qui sont ceux de la région parisienne très largement supérieurs à ceux qu'il y a en province. C'est un des éléments de la réponse. Et puis, il y a oublions pas quand même que dans les deux grands enjeux de lutte contre l'épidémie, c'est la distanciation physique et la capacité à tester, tracer, isoler. Tester, tracer, isoler. Et sur la distanciation physique, les Allemands ont été plus sages que nous. Hein, c'est très clair. Hein, mais il y a une culture ancienne qui est autour de ça des pays du Nord. Et deuxièmement, ils ont testé beaucoup plus rapidement que nous, hein, durant la phase de fin janvier et du mois de février, qui sont des mois qui est le mois un peu critique, comme ça a été souligné. Et donc, ils ont pu à ce moment-là avoir une pandémie qui était plus faible. Et troisièmement, il y a eu un élément chance ou malchance pour la France, c'est l'épisode de Mulhouse. On n'aurait pas eu probablement Mulhouse, Arnaud Fontanet a déjà dû vous le dire, on n'aurait pas eu Mulhouse, on se serait trouvé dans une situation probablement intermédiaire, un peu moins bien que l'Allemagne, mais un peu mieux que là où on est arrivé début mars. Voilà. Sur les systèmes, sur la démocratie sanitaire, peut-être, il faut qu'on y insiste un petit peu. Peut-être Marie-Alette et Daniel, vous voulez reprendre un peu ça, et je répondrai sur les aspects d'outre-mer après. Hein, mais pour vous dire qu'on a été très sensible à ce message de démocratie sanitaire. Madame, permettez-moi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne suis ni scientifique ni médecin. Je suis présidente d'ATD Quart Monde et j'ai été nommée dans le conseil scientifique par le président Larcher pour que les plus pauvres ne soient pas les oubliés de cette crise sanitaire. Et je dois dire que dès le premier jour où j'ai rejoint le conseil, dans nos réunions journalières par téléphone, j'ai été frappée par l'attention de mes collègues à cette problématique de ne pas oublier les plus pauvres dans cette crise sanitaire. Et vous pourrez le remarquer dans chacun des avis du Conseil. Dans chacun des avis du Conseil, nous avons à chaque fois fait des préconisations sur tel ou tel point, le logement, le sanitaire, les bureaux de poste qui doivent être davantage ouverts, etc., pour porter l'attention du politique sur les plus pauvres dans cette crise sanitaire. Alors si l'attention a été portée sur un certain nombre de points, comme un certain nombre de milliers de personnes qui ont été relogées provisoirement puisqu'elles étaient à la rue, pour ne pas prendre la parole pendant trop longtemps, mais quand même, pour vous dire qu'au début de cette crise sanitaire, il y avait dans notre pays 9,3 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Qu'à ce jour, nous n'avons pas encore les chiffres, mais avec mes amis des associations qui mènent le même combat que le nôtre, nous envisageons plutôt un chiffre au-delà des 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce que je veux souligner, c'est qu'à ce jour, malheureusement, les plus pauvres sont vraiment les grands oubliés du plan de relance et que les quelques miettes qui ont été distribuées aux plus pauvres avec les 100 € d'allocation de rentrée scolaire ne suivent pas du tout ce qui a été suivi par le politique pendant le confinement. Et c'est pour moi une grande déception que je me permets de vous partager ici. Merci de l'avoir rappelé. Monsieur le Président, si vous permettez, ça ne répond pas à la question que j'ai posée.
Il existe justement des conférences de santé et de l'autonomie partout sur le territoire, et il existe également des commissions spécialisées des droits des usagers. Voilà, donc qui ont des missions qui sont précises. Donc je voudrais avoir une réponse qui se rapproche beaucoup plus de la démocratie sanitaire dans le cadre de ces instances. Mais la réponse va être complétée, puisqu'il y a M. Benammoussi qui complète. On n'a pas oublié. Oui, effectivement, c'est un point extrêmement important, cette question de la démocratie sanitaire et plus généralement du lien entre les espaces professionnels, disons, de la santé et le reste des citoyens. Dans la situation d'urgence qu'on a connue au printemps, force est de constater que ce lien-là ne s'est pas fait selon les modalités habituelles, selon les modalités prévues. Et donc, il y a eu à avoir une réflexion pour essayer, autant que possible, de pallier cette difficulté-là. Je pense que cette difficulté, elle doit nous interroger tous, y compris sur le caractère, sur la capacité aussi de ces institutions-là à s'emparer d'un certain nombre de sujets. Elles sont supposées aussi avoir une capacité d'interpellation, de participation active au débat public, et d'une certaine manière, ce sont ces éléments-là qui doivent être favorisés. Je pense que ça peut appeler aussi une réflexion à froid sur leur place, sur leur rôle dans le système de santé auprès des différentes institutions existantes. Pour ce qui nous concerne, encore une fois, à l'échelle qui est la nôtre, qui est une échelle qui certes a eu un rôle éminent dans cette crise, mais qui ne saurait résumer l'ensemble des institutions sanitaires. On a constamment appelé, vous le retrouverez dans nos avis, vous le retrouverez dans des prises de position parfois qu'on a faites publiquement avec un certain nombre d'acteurs du monde associatif, du monde sanitaire, du monde scientifique, en appelant constamment au renforcement de ce dialogue-là. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on rentre dans une logique, on le voit bien, qui est une logique plus territoriale, qui est une logique qui a vocation aussi à impliquer des élus territoriaux dans l'ensemble des décisions qui sont prises. Il serait assez normal que dans ce cadre-là, une parole citoyenne soit constituée. En tout cas, je crois que nous y serions très favorables. Nous nous sommes déjà à plusieurs reprises prononcés par écrit dans ce sens-là dans nos avis. Donc il y a certainement des éléments qui sont améliorables, qui ont vocation à l'être. Il y a des choses qui ont été faites. À titre personnel, je représente le conseil scientifique dans un comité de contrôle et de liaison qui a été créé pour contrôler en particulier les aspects numériques, qui est présidé par un éminent collègue, qui est président de la Conférence nationale de santé. Ce n'est évidemment pas tout à fait un hasard si on a cette conjonction-là. C'est aussi une manière de favoriser des discussions avec ces différents mondes. Je pense que c'est un premier pas. C'est un mandat qui, à mon sens, est un peu restrictif sur une question qui est certainement importante et qui mériterait une réflexion dans le sens d'un élargissement. Pour ce qui est des aspects citoyens, j'espère que ça apportera quelques éléments de réponse à la question qui a été posée sur cette thématique-là. J'aimerais, si vous permettez, Monsieur le Président, garder la parole brièvement sur quelques autres points. Il a été mentionné très justement que différentes dimensions sociales, au sens très large du terme, qui excèdent la dimension sanitaire, gagneraient à être prises en compte. Nous sommes deux spécialistes en sciences sociales, qui ne sommes pas économistes. Je suis pour ma part sociologue, et on travaille en étroite liaison avec une collègue anthropologue qui a abordé aussi un certain nombre de questions importantes. Quel est notre rôle en quelques mots et sans trop m'étendre? J'insisterai sur deux points. Le premier point, c'est que presque par formation, on regarde tous les phénomènes sociaux comme des phénomènes qui sont stratifiés socialement. On n'est pas égaux vis-à-vis de l'information, on n'est pas égaux vis-à-vis des services de santé, on n'est pas égaux par rapport aux risques qu'on subit. On n'est pas, Donc on regarde systématiquement cette dimension-là, et c'est pour ça aussi qu'on peut être attentif à certaines catégories particulièrement vulnérables de notre population pour des raisons médicales, pour des raisons sociales. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est aussi très attentif, on essaye de l'être en tout cas, et on a alerté très tôt sur ces aspects-là, sur des dimensions qui dépassent les aspects médicaux.
qui ne rentrent pas d'ailleurs forcément dans des aspects économiques, mais qui vont renvoyer à des dimensions, à des risques psychiques, qui vont renvoyer à ce qui se passe malheureusement une fois que la médecine a échoué et que des décès interviennent. Voilà, ce sont des éléments sur lesquels, à plusieurs reprises, vous le retrouverez dans différents avis, on a consulté, alerté, pris contact parfois avec certains acteurs pour éclairer nos points de vue. Et le dernier point, je m'arrêterai vraiment, Monsieur le Président, sur ce point-là. Il a été posé la question de savoir si, d'une certaine manière, cette difficulté de préparation ou certains degrés d'impréparation qu'on a tous vécu venait de loin. Oui, je crois qu'il vient de loin, et il vient même de très loin. On a un pays dans lequel le système de santé, pour des raisons historiques, compréhensibles, débattues, discutées à différents moments de notre histoire, a été un système très curatif. Et le président Delfraissy, lorsqu'il s'est exprimé devant l'Assemblée nationale, a insisté, à mon sens, à très juste raison, sur le déficit de capacité, de moyens en matière de santé publique. Alors, il y a des choses qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a certains acteurs de santé publique qui ont vu d'ailleurs leurs moyens réduits au fil des années par différentes lois de financement de la sécurité sociale, de manière relativement régulière, mais surtout on ne voit pas un certain nombre d'acteurs qui n'ont jamais émergé, jamais été créés. On a une santé communautaire au niveau local qui est balbutiante. Quand on s'est posé la question des modalités par lesquelles on pouvait imaginer des dépistages, des modalités de traçage, on n'a pas des acteurs qui sont nombreux, qui sont opérationnels, et on avait appelé aussi à une action dans ce sens-là dans nos différents avis. De manière plus générale, la santé publique n'est pas, de mon point de vue personnel, n'est pas à la hauteur des vulnérabilités auxquelles nos sociétés sont désormais exposées. L'épisode que nous traversons aujourd'hui est un épisode dramatique, mais nous pourrions en connaître d'autres au moins aussi dramatiques. Je ne suis pas sûr que l'on soit équipé, et je ne suis pas sûr que, quelle que soit son excellence et quel que soit le dévouement des professionnels qui exercent, le système de soins suffira à faire face à ces aspects-là. Donc vraiment, cette question de la santé publique en tant que domaine de recherche, en tant que domaine de formation, en tant que domaine de recrutement d'un certain nombre de professionnels, d'organisation, y compris à l'échelle territoriale, excède de très loin la seule question des agences sanitaires et de leur rôle de surveillance, d'animation, d'expertise scientifique. Voilà, je m'arrête là, mais c'est un point que je... Et ce constat vous a guidé dans vos analyses? Ce constat, malheureusement, nous avons dû faire avec. Nous avons dû faire avec, c'est-à-dire que nous avons dû essayer d'imaginer des stratégies politiques en fonction des moyens. En fonction des moyens que notre pays a constitués. Ça ne se constitue pas en 2 ans, hein, ce type d'action que notre pays a constitué depuis quelques décennies. Et voilà, donc je pense que l'ampleur de cette épidémie et de cette crise doit nous appeler aussi à engager une direction de fond dans le renforcement de ces différentes dimensions. De façon synthétique, professeur, oui, je suis désolé, j'ai bien compris. parce que écoutez, sur l'outre-mer, il y avait une question sur l'outre-mer. On a rendu 2 avis, dont l'un dès le début avril. Donc, je me souviens encore appeler Madame Girardin pour voir avec elle comment monter la réponse en outre-mer. Et une réunion téléphonique par vidéo qui s'était montée avec l'ensemble des préfets et des directeurs des ARS des Outre-mer au ministère des Outre-mer. Et il y a eu un 2e avis ensuite sur le déconfinement en Outre-mer et le problème des frontières. Enfin, je veux dire, là, pour nous, c'était vraiment à l'agenda de l'ensemble et de ce qui a pu se passer. Par ailleurs, Simon a beaucoup travaillé sur les modèles pour la réponse en Guyane au moment de fin juillet, début août. Il a été très impliqué sur les modèles de construction et de réponse qui pouvaient être donnés en Guyane, qui, au passage, est un élément positif dans tout parce que ça montre que à la fois la Guyane et ce qui a pu se passer en Mayenne, par exemple, montre que quand on cerne bien les questions, qu'on pose bien sur la table avec le territoire une série de mesures qui sont à prendre, on peut être efficace. Je veux dire, il ne faut pas être perdant en permanence et il faut savoir reprendre la main. Hein, et on peut parfaitement le faire. Donc, c'est quelque chose qui peut parfaitement se travailler. Même si je reconnais que ce n'est pas facile pour les populations qui ont été sur place. Il y avait une question sur la recherche en immunologie. Oui, bien sûr.
Vous imaginez que la réponse immunitaire des sujets qui ont fait un Covid fait l'objet de beaucoup d'études. Elle fait même l'objet d'essais thérapeutiques pour regarder si les anticorps issus des patients convalescents pourraient aider à guérir, entre guillemets, et à réduire la sévérité des formes graves. Et il y a un essai qui est mené en France, il y a des données qui sont sorties également en Italie, aux États-Unis, et ça permet d'anticiper un peu ce que peut être une réponse vaccinale, comme, je dirais, marqueur prédictif au niveau immunologique. Donc oui, à votre question, il y a plein de choses qui se font. La notion d'incertitude, oui, c'est vrai que probablement, mais c'est vous qui le dites, c'est vous qui êtes politique, de dire que le politique vit avec l'incertitude. Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je dis ce que la communauté scientifique vit avec l'incertitude. Mais raison de plus, si l'incertitude si le politique vit avec un peu d'incertitude, comment on fait rejoindre deux formes d'incertitude, hein? Et c'est bien là la complexité du dialogue, hein, mais qui est, à mon avis, tout à fait faisable, hein. Et ça pose toute la question finalement d'une réflexion de la réponse aux crises. Et c'est la question que vous posiez, qui, à mes yeux, s'il devait se monter une structure et une nouvelle agence, entre guillemets, ou un machin à la française, ne devrait pas être uniquement confinée aux crises sanitaires. Il devrait y avoir une réflexion plus globale de la capacité d'un certain nombre de gens à raisonner à froid sur la réponse à la crise, hein, car on le voit bien, probablement plus que notre génération, enfin ma génération est une génération bénie des dieux, hein, qui a eu 40 ans devant elle finalement avec des aspects extrêmement positifs. D'où je comprends la jeunesse actuelle qui dit mais après tout vous avez vécu une vie extraordinaire, laissez-nous vivre là maintenant et vous confinez-vous, hein. C'est quand même ça qu'on entend un tout petit peu, hein, dans une certaine mesure. Eh bien, je dis qu'on est depuis maintenant, quand on regarde entre les crises économiques, les crises sanitaires, on est dans des enjeux de crise successives. Et probablement, il y a une certaine forme de professionnalisation et de capacité sur le plan multidisciplinaire à réponse à ces crises. Et qui doit être à côté du politique, c'est le politique qui doit décider, bien sûr, toujours, hein, mais qui doit être capable de lui fournir de l'information de la réponse aux crises et un certain nombre de modalités d'information. Donc, sur faut-il créer une agence, j'en sais rien. Par contre, je rejoins totalement ce qu'a dit Daniel. En termes sanitaires, ce qui sort de cette crise, c'est le problème finalement d'une réorganisation de la santé publique en France. Et je vous rappelle que ça va très loin. C'est-à-dire que si je regarde le modèle anglo-saxon ou le modèle allemand, reprenons les pays qui ont un tout petit peu mieux réussi que nous, si je peux dire, la santé publique n'est pas intégrée à la santé. Il y a des facultés de santé publique qui sont en dehors des facultés de médecine. Et donc ça va très loin dans la formation. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour faire forcément de la santé publique, hein. Il y a les formations en Sciences Po actuellement ou les formations à l'ESSEC. Tout ça demande à être rassemblé et probablement avoir une nouvelle vision de la santé publique, hein. Et on avait été assez loin puisque, à quelques-uns d'entre nous, on souhaitait même que se constitue finalement une sorte de secrétariat d'État à la santé publique qui ne soit pas rattaché au ministère de la Santé, mais rattaché à Matignon. Tout à fait, mais le Sénat travaille sur différentes hypothèses, on aura l'occasion d'y revenir. Merci pour les réponses. Nous allons passer à la deuxième salve. Je vous demande plus que jamais d'être concis, car il y a une troisième salve. Laurence Cohen. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci aux interventions des membres du comité scientifique et Monsieur Delfraissy. Alors, moi, je vais essayer d'être rapide. 4 questions. On entend parler de la mutation du virus qui fait dire à certains que peut-être qu'il serait moins actif, moins dangereux, etc. Donc j'aimerais avoir des précisions là-dessus, en sachant qu'il est toujours difficile effectivement d'avoir une information qui soit effectivement étayée, qui n'entraîne pas un surcroît de peur, à la fois donc qui alerte
mais sans en rajouter. Or, on voit que c'est compliqué. Le rôle des médias là-dessus est aussi assez difficile. Et j'aimerais avoir votre sentiment, parce que, comme tout parlementaire, je pense, on a fait en cette rentrée le tour des écoles, et j'ai trouvé les directions d'école, en tout cas de ma ville, extrêmement inquiètes, parce qu'elles ne savent pas quoi faire face à des enfants qui... ce qui est assez naturel, on le nez qui coule, tous, etc., les rhumes, voilà. Et c'était assez frappant. Certaines directrices, tout de suite alertant les médecins, donc tout de suite des tests, tout de suite, etc. Et d'autres disant, bon, on va attendre un peu, mais en tout cas, complètement désemparées. Donc, est-ce que là, vous avez, en tant que donc, comité scientifique, des recommandations qui peuvent aider ces professionnels ? Deuxième question, vous avez recommandé effectivement une protection, je vais le dire pour aller vite, par rapport à un certain nombre de personnes fragiles, et notamment face à certaines pathologies. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça rentre en totale contradiction avec le décret qui a été pris et qui exclut donc des personnes fragiles, un certain nombre de pathologies, je pense à l'obésité, etc., pour les contraindre à ne pas à aller travailler et ne pas pratiquer le télétravail. Troisième question, vous avez dit qu'effectivement, il y a besoin de revisiter, c'est le moins qu'on puisse dire, notre système de santé. Or, nous avons été alertés lors de nos différentes auditions par le fait que pendant toute la crise aiguë de la Covid, il y a eu beaucoup de déprogrammation d'opérations. Il y a eu beaucoup aussi de renoncement aux soins par peur. Et il semblerait que là, comme on a à nouveau une reprise, je ne sais pas si c'est arrêté de la pandémie, est-ce qu'on n'a pas un risque de déprogrammer à nouveau des opérations et qui mettent la vie des personnes en danger? Enfin, la dernière question. Vous avez parlé des vaccins, un petit peu des traitements. Moi, j'ai été quand même frappée par le fait que vous avez dit qu'il y avait une modification de la stratégie et que les laboratoires sont en première ligne. Est-ce que vous ne pensez pas justement que les différents États se trouvent un peu pieds et poings liés par rapport aux politiques des grands labos? Et est-ce que ça n'est pas le moment de faire en sorte qu'il y ait un grand pôle public du médicament et de la recherche pour développer un certain nombre de médicaments et éventuellement également des vaccins? Merci. Merci, Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais d'abord reprendre une des dernières interventions du professeur Delfraissy, parce que c'est la question que je voulais lui poser, justement, et pour évoquer le fait que dans certains pays, il existe des instances scientifiques qui sont attachées au gouvernement et qui permettent d'avoir une grande réactivité. Puisque je les ai rencontrés dans le cadre de l'OPEX, notamment, je pense qu'il s'appelle comme ça le scientifique en chef au Québec. Donc c'est dans les pays anglo-saxons. Et donc, évidemment, parce que moi, je serais pour qu'on mette en place ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir un scientifique en chef ou pas, et qu'on ait autour de lui pas des gens qui soient en permanence là, mais toute une liste de scientifiques qu'on pourrait mettre à contribution, puisque, comme vous l'avez dit, on a certainement dans l'avenir, on va espérer que non, mais on va devoir faire face à des crises différentes qui devront mobiliser des scientifiques différents, des géologues, des chimistes, des physiciens, etc. Donc voilà, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de le faire et, en quelque sorte, puisque je n'aime pas trop l'appeler comme ça, mais cultiver une espèce de culture du risque qui manque un peu peut-être dans notre pays. Alors ma deuxième question va au sujet des EHPAD. Alors vous avez émis un regret et vous avez dit de ne pas vouloir recommencer. Est-ce que ce regret, c'est quelque part sur la faute d'humanité par rapport aux personnes âgées? Est-ce que, parce que moi j'ai eu
dans mon entourage une personne âgée qui m'est très proche de 84 ans qui m'a dit que de toute façon, si c'était de lui interdire après de sortir, etc., elle ne le ferait pas, elle ne voudrait pas le faire, et qu'elle était tout à fait capable de choisir si elle se mettait en danger ou pas, parce qu'elle vit à la maison, elle vit chez elle. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire? Et enfin, effectivement, la santé publique a subi ces dernières années une logique comptable. Et moi, je m'interrogeais sur les nombres de lits en réanimation actuellement. Parce que vous avez tous dit qu'en Allemagne, la réussite était meilleure parce que, et que notamment, il y avait plus de lits de réanimation par rapport au nombre d'habitants. Mais est-ce qu'on a changé ceci, nous, depuis le mois de mars? Est-ce que ça faisait partie de vos conseils d'augmenter les lits? Et moi, j'ai cru entendre hier ou avant-hier un urgentiste, je crois, ou je ne sais plus, un médecin dire qu'en fait, rien n'avait changé et qu'on avait toujours le même nombre de lits de réanimation. Voilà, je vous remercie. Merci. Martin Lévrier. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur, et merci à tous les membres du Conseil scientifique. 4 questions rapides. La première, le 30 octobre, c'est demain. C'est le jour de la Sainte Bienvenue, d'ailleurs. Donc, faut-il redire bienvenue au Conseil tel qu'il est, ou avez-vous des pistes d'amélioration pour ce Conseil, si nécessaire? Deuxième question, vous avez parlé aussi de la presse avec son effet loupe, voire son effet déformant. Derrière cela, est-ce que vous avez le sentiment que le Conseil a bien communiqué en tenant compte de ces éléments-là, ou faut-il là aussi améliorer la communication du Conseil par rapport à la presse? Troisième question, il y a eu un grand débat en France, alors je le résume, je ne suis pas scientifique ni médecin, mais entre une méthode empirique proposée par certains et puis les méthodes classiques, les méthodes récentes avec le double aveugle, avec etc. Cette controverse est devenue un véritable combat en France, qui a angoissé beaucoup de Français d'ailleurs. Ne faut-il pas, en tant que scientifique, que vous repreniez tous le chemin de la discussion pour éviter ce genre de combat qui nuisent en fait à une bonne communication et qui inquiète les Français? Et pour des médecins, c'est toujours embêtant d'inquiéter les Français. Et dernière question qui rejoint aussi la question de Mme Préville, sur les EHPAD et sur les maisons de santé, de retraite, pardon. Je vais poser ma question, sera quasi caricaturale, mais je pense qu'elle est importante. Vaut-il mieux mourir du Covid entouré de l'amour de ses proches, ou vaut-il mieux mourir seul de la solitude Voilà, c'est un paraît très important. Merci beaucoup. Emmanuel Capus. Mais merci, Monsieur le Président. Donc on est devant une commission d'enquête, donc une commission d'enquête, ça enquête à charge et à décharge, donc j'ai donc une question à charge et une question à décharge. Parce que pour connaître les améliorations, il faut aussi savoir ce qui a fonctionné. C'est une enquête, ça n'est pas, mais je préfère dire l'état d'esprit dans lequel je pose ma question. Une enquête se fait à charge et à décharge, je le répète. Elle vise les dysfonctionnements. Alors, je m'exprime différemment. Elle vise les dysfonctionnements et elle vise aussi les bons fonctionnements. Voilà. Je vais trouver un accord avec mes collègues. Voilà. Vas-y. Donc, dans les dysfonctionnements, il me semble, Monsieur le Président, que la position du comité scientifique a évolué au fil des mois sur l'usage du masque. C'est une question que nous avons eu beaucoup dans les mois qui ont passé. Ma question est extrêmement simple. Est-ce que la position et les recommandations du comité scientifique a évolué en fonction de l'état du stock de masques dans le pays ou pas? Très concrètement, est-ce que quand il n'y avait pas de masques, le comité scientifique ne recommandait pas leur usage, et maintenant qu'il y en a, le comité scientifique recommande-t-il leur usage? Voilà, c'est ma première question. Vous avez compris que c'était plutôt la question à charge. Une question plutôt à décharge, sur les bons fonctionnements. Le président Savary a dit que le système français n'était pas prêt, n'avait pas réussi à faire face, et vous avez acquiescé. Cependant, quand on se regarde, forcément, on se désole. Roger Carucci, tout à l'heure, a dit 40 000 morts. C'est extrêmement dramatique. Mais quand on se compare, on se console. Vous avez parlé de la situation de l'Allemagne, avec le cas particulier du cas de Mulhouse, et puis sans doute une préparation du système sanitaire et une mentalité différente du peuple français. Mais il y a aussi, dans notre entourage immédiat, je ne parle pas des situations
avec des régimes politiques différents. Dans notre entourage immédiat, des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, dont le système sanitaire semble avoir été submergé, ce qui n'a pas été notre cas. Donc ma question, au titre des choses qui ont bien fonctionné, c'est qu'est-ce qui a permis, bien que nous ne soyons pas prêts à faire face à cette crise, de mieux gérer la crise que l'Espagne, que l'Italie ou que le Royaume-Uni? Merci. Céline Boulay-Espéronnier. Merci. Voilà pour cette audition de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise du coronavirus. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 15h avec l'audition du professeur Didier Raoult devant la commission d'enquête du Sénat. Une audition à suivre en direct sur notre site internet publicsénat.fr et sur notre page Facebook. Très bonne journée sur Public Sénat.